Bon, à la base sur cette chaîne, on est censé parler de ma thèse, et on a pas mal parlé de maths, mais pas tant du reste pour l'instant. C'est pas le plus passionnant en même temps, je ne te le fais pas dire. Littéralement, si. L'administratif, ça peut être un peu chiant, et je suis presque sûr que ça n'a rien de spécifique à la recherche en mathématiques. Mais en dehors de ça ressemble à quoi une journée type de mathématicien? Déjà, première chose, on n'a pas d'horaire imposé à proprement parler. Contrairement à un salarié qui travaille à l'usine, on n'a pas besoin de venir pointer tous les jours à 8 heures et d'attendre la délivrance à 17 heures. Ça ne marche pas comme ça. On peut arriver et partir quand on veut. Franchement, c'est cool. Oui, mais il faut quand même faire attention. Ton travail, c'est pour toi que tu le fais. Donc si tu arrives à 11 heures pour partir à 16 et qu'entre-temps tu branles rien, ça va finir par te voir. Donc il faut quand même savoir se gérer car certains n'arrivent pas à se mettre au travail avec autant de liberté. Et il y a aussi le télétravail en plus. Alors ça, pour le coup, c'est un peu plus compliqué. Pour certains, c'est interdit, pour d'autres, c'est autorisé, mais limité. Il n'y a rien de très clair à ce sujet. Bon, pourquoi ce serait interdit? D'après ce que j'ai pu entendre, ce serait pour éviter des abus de la part des directeurs de thèse et dans le cadre du droit à la déconnexion. Mais j'ai rien trouvé là-dessus, ça semble pas très sourcé. Donc dites-vous que ça sort tout droit de son cul, c'est pareil. Bon, pourquoi moi? Bon, et au-delà de ça, comment est-ce qu'on occupe ces journées aux limites floues? En ce qui concerne la thèse à proprement parler, il y a bien évidemment la recherche en maths, hein, mais il y a aussi plein d'autres trucs. Dans l'ordre, en quelque sorte, on commence par faire la bibliographie, ce qui peut être assez laborieux d'ailleurs. C'est vraiment pas évident de découvrir un sujet mathématique via des livres ou des articles qui peuvent être poussés dans leur domaine. C'est bien plus simple d'avoir l'enseignement via un prof. Ensuite, on fait nos calculs, c'est probablement la partie la moins surprenante. Puis, il faut les rédiger proprement, c'est loin d'être un travail négligeable, croyez-moi, et ça prend beaucoup de temps. Et quand tout est plus ou moins en place, on publie un article dans un journal. Le processus peut prendre du temps, mais c'est pas très compliqué. Et le journal à qui on envoie notre article va faire appel à un reviewer ou referee pour vérifier que notre travail n'est pas absurde ou faux. Puis, une fois qu'on a reçu le rapport, il faut faire les corrections nécessaires. Alors parfois c'est relativement simple, ce sont des erreurs d'inattention ou des typos, mais parfois ça peut être plus compliqué et embêtant avec des erreurs mathématiques. Et alors là, il faut se replonger dans les calculs. Sachant qu'entre l'envoi d'un article à un journal et la réponse du reviewer, il peut se passer un an sans problème, et qu'entre-temps on a pu se plonger dans un voire deux autres sujets, devoir revenir sur des calculs antérieurs, c'est loin d'être évident. Et entre tout ça, il y a les rendez-vous avec le directeur de thèse pour poser des questions, vérifier des hypothèses, etc. Suivant les gens, ça peut être plus ou moins régulier. Moi, par exemple, je vois mon directeur une fois par semaine par défaut. C'est une fréquence assez courante, mais ça peut varier. Sachant qu'on peut aussi aller présenter ses travaux devant des confrères, et ce genre d'exposé représente également une bonne dose de travail. C'est vrai, mais toute la partie, disons, orale, on va l'aborder un peu plus tard. Et globalement, là, on a fait le tour du travail de thèse à proprement parler. Mais il existe plein d'autres activités qui gravitent autour et qui peuvent prendre du temps. Il y a notamment l'enseignement, ce n'est pas obligatoire, mais en thèse, on peut donner des cours, plus exactement des TD ou des cours intégrés, à des étudiants allant de la L1 au M2. Jusqu'au master? Il n'y a pas beaucoup de différence avec la thèse en vrai, c'est chaud. En général, on refile plutôt des TD de licence au doctorat. Mais lorsque les cours de master sont sur des sujets assez spécifiques maîtrisés par peu de monde, souvent on va avoir le directeur qui fait le cours magistral et l'étudiant en thèse qui va faire les TD. La faible différence d'âge n'est pas un problème. Le doctorant aura suffisamment d'avance dans le domaine pour pouvoir l'enseigner correctement, car ce sera son sujet de thèse. Voilà, et des TD comme ça, un doctorant ne peut en donner que 64 heures par an au maximum. Là, pour le coup, c'est une limite légale et ce n'est pas dépassé. Sinon, c'est que quelqu'un fait une connerie ou n'en a rien à foutre et c'est absolument pas normal. Contrairement à un enseignant-chercheur qui fait de base 192 heures de TD par an, donc 3 fois plus, lui peut avoir des heures sup s'il y a trop de cours à donner ou pas assez d'enseignants. Et puis au-delà de la présence devant les étudiants, il y a aussi tout le travail à côté. Préparer un cours général de mathématiques qui s'adresse à des élèves qui sont dans des matières scientifiques non mathématiques, genre bio, médecine, géologie, ingénierie, etc. Ne demande pas beaucoup de travail, c'est vrai. Mais pour des cours plus approfondis comme le calcul différentiel ou la théorie des modules, c'est pas évident de débarquer en classe en ayant rien préparé et improviser le TD. Ça peut prendre des demi-journées entières, surtout quand les exercices sont un peu tricky. Et enfin, pour terminer avec les cours, il y a les examens. Que ce soit les tests faits en classe, les DM ou les partiels, il faut déjà les concevoir, donc trouver des idées de sujets intéressants, puis les corriger, ce qui est chiant au possible. Un petit mot sur les surveillances aussi. En tant que doctorant qui donne des cours, on est réquisitionné pour surveiller les partiels. Mais ça ne compte pas du tout dans notre code Adder. Donc on fait littéralement du bénévolat.
C'est génial, non? Bah non. La rhétorique, tu connais? Ça se mange, ça? Tu confonds avec la rhubarbe, gros. J'ai mentionné l'administratif en début de vidéo, mais un point qui s'y rapproche et qu'on retrouve également dans plein de métiers, c'est la partie formation. Tous les doctorants doivent, et ça n'a rien de restreint aux doctorants en mathématiques, c'est quelque chose que tous ont, faire 100 heures de formation, dont 27 qui s'axent sur l'intégrité scientifique et l'éthique de la recherche. Techniquement, au final, vous devez avoir 3 semaines entières où vous faites que des formations. C'est pas énorme, mais c'est pas rien non plus. Autre chose, mais qui est beaucoup plus de l'ordre du facultatif, c'est la vie associative. En général, dans chaque labo où il y a quelques doctorants, il y a une asso qui s'occupe d'organiser des sorties et des séminaires. On peut voir ça un peu comme un BDE en beaucoup plus petit. Et pour finir, il y a toute la partie écouter des gens parler, comme je l'appelle. Non plutôt explicite, merci. Alors il y en a de plusieurs types, ceux qui sont réguliers, hebdomadaires ou bimensuels par exemple, avec les séminaires et groupes de travail qui se déroulent au labo où vous êtes rattaché. Puis ceux occasionnels auxquels il faut se déplacer, parfois loin, ce sont les conférences, workshops, winter et summer school, et il y a aussi les soutenances de thèse qui sont un peu à part. Et ça peut prendre pas mal de temps. Pour les réguliers, disons 1 heure et demie par semaine en moyenne, c'est déjà ça. Et pour les conférences, vous pouvez en avoir 1 à 4 semaines par an. Au-delà, ça commence à faire un peu beaucoup, honnêtement. Et lors de ces déplacements, c'est pas évident de travailler sur votre recherche. Parfois, c'est justement le moment de discuter avec d'autres chercheurs pour essayer de trouver des solutions, mais ça peut aussi amener à des discussions sur des sujets complètement autres. Tout à l'heure, tu as parlé de finir par ces notions, mais il reste 2 sujets qu'on n'a pas abordés. Lesquels? Déjà, il y a l'écriture du manuscrit de thèse, qui à lui seul peut prendre un bon mois, d'autant plus qu'il se fait en fin de thèse, donc c'est généralement pas le moment où on a le plus de temps libre. Et puis, il y a la préparation à l'après. Une thèse, c'est un CDD, il se termine tôt ou tard, en général au bout de 3 ans. Il faut rechercher ce qu'on appelle des post-docs, passer des entretiens, etc. Voilà, maintenant qu'on a bien développé les différentes activités de doctorant, on peut parler un peu des vrais chercheurs. Je tiens aussi à dire que je ne suis, pour l'instant au moins, pas chercheur. Donc il y a sûrement des zones d'ombre que je ne connais pas, désolé. Pour l'instant, t'es bien optimiste. Il y a beaucoup de choses qui changent. Bah déjà, beaucoup d'administratifs. Les responsables de licence et de master, ce sont des chercheurs. Ce sont eux qui sont chargés de préparer un programme cohérent notamment. Et puis il y en a qui encadrent des bébés chercheurs en devenir. C'est beaucoup de boulot de s'occuper d'un dos, mine de rien. Enfin, surtout pour ceux qui font ça correctement, hein. Et puis les conférences et les séminaires, il faut bien des gens pour les organiser, à savoir les chercheurs. A noter que parfois des doctorants peuvent s'en occuper en partie, c'est même plutôt formateur. Mais là encore, certains en abusent et profitent de cette main-d'œuvre pour se décharger. D'ailleurs, ces trucs-là coûtent cher à organiser et les chercheurs payent pas de leur poche. Donc il faut aller chercher de l'argent auprès d'appels à projets par exemple. Il existe aussi des genres de bourses mises en place par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, et l'ERC, le Conseil européen de la recherche. Au début, quand on a parlé d'articles, on a mentionné les reviewers ou referees. Bah ça aussi c'est le taf d'un chercheur, qui doit demander du temps d'ailleurs, parce que vous lisez pas un article bien propre et publié justement, vous lisez une ébauche en quelque sorte. Et c'est le moment où l'article est le moins lisible en fait. Et enfin, on peut mentionner rapidement le jury de thèse. Non pas rapidement, il y a un point important là-dedans. C'est-à-dire la place des femmes. C'est un point important tout court, pas que dans les jurys de thèse, hein. Mais là, il démontre un problème sous-jacent assez embêtant. Maintenant, il est assez admis, voire imposé, que dans chaque jury de thèse, il doit y avoir au moins une femme. Sur environ 6 à 8 personnes qui composent un jury, on pourrait se dire que ça va, c'est assez tranquille comme restriction. Mais ça ne vous étonnera pas d'apprendre, malheureusement, qu'il y a très peu de femmes à ce haut niveau de recherche. Et donc elles sont sursollicitées pour cette tâche. D'autant plus qu'une soutenance de thèse ne se prépare pas à la légère, il y a un peu de taf quand même. Donc certaines femmes ont un ras-le-bol parce qu'elles sont demandées pour, je sais pas moi, 15 thèses par an, ce qui est beaucoup trop. Et ce chiffre est tout droit sorti de son cul. Encore moi? En réalité, je ne sais pas à quel point elles sont demandées, ça dépend fortement des disciplines. Mais dans tous les cas, ça ne fait que mettre plus en défaut le problème qu'on a. Il y a trop peu de femmes dans le monde de la recherche. Même dans des domaines féminins comme la biologie ou la chimie, alors imaginez en maths ou en info. Tout ça pour dire, n'hésitez pas mesdames, venez faire de la recherche. Vous avez tout à fait votre place dans ce monde, malgré le manque de modèles et de représentation. On va finir sur cette merveilleuse note, c'est sympa, hein? Et sur ce, Blasé, Chill, Kamé et moi, on se souhaite une bonne soirée. Salut! Puis. Puis.